ton domaine d'expertise, donc qui est la bourse, l'investissement en bourse. Je vends actuellement du coaching pour l'investissement en bourse. Donc j'aide les gens à préparer leur avenir financier en investissant en bourse. Tout commence 2016, j'ai 18 ans, je suis apprenti boulanger, je gagne environ 500 € par mois et là je me dis il faut que je l'investisse. Aujourd'hui je continue d'investir depuis plus de 5 ans, je touche de plus en plus de dividendes et mon capital ne cesse de grossir. C'était en 2022, meilleure perte 26% sur l'année. Plus on va préparer notre retraite tôt, mieux elle sera. J'ai eu énormément le syndrome de l'objet brillant. Hello Thomas, comment tu vas? Yes, super bien et toi? Bah écoute, super. Merci beaucoup de ton temps du coup pour cette interview, c'est top. On va pouvoir parler de pas mal de choses, aussi de ton domaine d'expertise, donc qui est la bourse, l'investissement en bourse, etc. Donc on va revenir dessus un petit peu plus tard. Déjà, tu vas nous raconter donc effectivement un petit peu ton parcours, parce que tu as testé vraiment beaucoup de business avant de, avant de te lancer là vraiment à fond dans la bourse, etc. On parlera aussi donc des formations VS du coaching. Tu nous expliqueras donc ce que toi tu es en train de mettre en place actuellement. Du fameux débat aussi, qu'est-ce qui est mieux entre la bourse et l'immobilier, on y viendra. Yes. Et ensuite, tu nous donneras full valeur sur la bourse, nos petits tips, conseils, etc. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent peut-être pour la première fois ou alors tout simplement pour le rappeler, l'objectif de cette interview qui s'appelle donc la discussion, c'est qu'on puisse échanger ensemble, donc voilà, comme deux amis le feraient. Donc si toi tu as des questions, des trucs sur lesquels tu as envie de rebondir ou quoi que ce soit, sens-toi libre, il n'y a rien de scripté ou quoi que ce soit. Donc voilà, pas de souci là-dessus, ok? Yes, ok. Top, nickel. Eh bien écoute, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer qui tu es et qu'on comprenne un petit peu plus ton parcours et ton histoire? Yes, alors je vais essayer de faire rapide. Alors déjà, moi Thomas, comme tu l'as dit, 24 ans. Aujourd'hui, je vends actuellement du coaching pour l'investissement en bourse. Donc j'aide les gens à préparer leur avenir financier en investissant en bourse. Pour te remettre un peu dans le contexte, quel est mon parcours? Alors du coup, moi, tout commence 2016, j'ai 18 ans, je suis apprenti boulanger, je gagne environ 500 € par mois et je me dis il faut que je mette de l'argent de côté. Je me force à mettre de l'argent de côté, j'atteins la somme symbolique 1000 €, du coup 1000 €, énorme somme pour moi à l'époque. Et là, je me dis il faut que je l'investisse. On me présente une opportunité, je ne suis pas formé, je fais all-in direct dans l'opportunité. Ensuite, ça se passe moyennement bien, parce que pour tout te dire, du coup, l'investissement était une pyramide de Ponzi, donc en gros scam. Du coup, j'ai de la chance, je ne perds pas tout mon argent, j'arrive à en retirer une grosse partie, parce que du coup, il y a un investisseur qui était un peu plus aguerri que moi, il m'a donné ses conseils, du coup, j'arrive à retirer l'argent, et après, le scam tombe, la pyramide de Ponzi tombe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pyramide de Ponzi, en gros, c'est les nouveaux adhérents qui payent pour les anciens adhérents, et quand il n'y a pas assez de nouveaux adhérents à rentrer, forcément, la pyramide elle tombe, et ceux qui ont créé la pyramide, du coup, ils partent avec la caisse. Du coup, il m'arrive ça. Du coup, je perds une partie de mon argent. Du coup, je me dis, bon, maintenant, il faut que j'investisse dans quelque chose de plus sérieux. Du coup, là, je commence à me renseigner plus. Je me dis, bon, l'immobilier, pas possible pour moi dans ma situation. La bourse, possible. Bon, go en bourse. Du coup, je me renseigne un peu. Je regarde quelques vidéos de bourse, du coup, sur YouTube. Et là, je vois du trading. On peut vite devenir riche avec le trading. Je me lance, trading. On me présente comment ça fonctionne. Et là, j'investis 1000 €, robot de trading. Ça se passe plutôt bien. Au bout de 3 semaines, qu'est-ce qui m'arrive? Je me réveille un matin. Et là, je vois mon écran, 0. En gros, j'ai tout perdu, mes 1000 € dans la nuit. Donc, du coup, je me dis, la bourse aussi, en fait, c'est un gros scam. Du coup, je commence à me remettre en question pendant 1 an. Du coup, je n'investis pas. Je continue à mettre de l'argent de côté. Je continue du coup à me former, parce que je ne m'étais pas tellement formé. Du coup, je continue vraiment à me former. J'achète des livres, des formations, des coachings. Et du coup, à 20 ans, je commence à mettre mes premiers argent en bourse. Du coup, j'ai une stratégie en place. Je sais comment on analyse des entreprises. Je passe à l'action. J'achète mes 2 premières actions pour 100 €. Et du coup, aujourd'hui, je continue d'investir depuis plus de 5 ans. Une partie de mes revenus chaque mois. Et du coup, mes revenus sont de plus en plus conséquents, donc je peux investir de plus en plus, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, je touche de plus en plus de dividendes et mon capital ne cesse de grossir année après année. Si je peux vous donner un peu une performance que j'ai faite, du coup, c'était en 2022, meilleure perf, 26% sur l'année.
faut savoir que moi, je parle d'investissement long terme dans des entreprises solides. Je ne parle pas du tout de trading. Ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé du coup, de partager mon expérience sur les réseaux sociaux, plus connu sous le nom du coup de Thomas TLB sur tous les réseaux, YouTube, TikTok, tout ce que vous pouvez connaître aujourd'hui. Et du coup, voilà ce que je fais aujourd'hui. Je vends actuellement du coaching pour aider les gens à préparer leur avenir, à préparer leur retraite. Car pour moi, il n'y a pas besoin d'être un génie de l'économie pour savoir que l'inflation est de plus en plus haute. Je pense que tu ne me diras pas le contraire. Et je pense qu'aujourd'hui, la retraite, si on est dans la vingtaine, la trentaine, je ne pense pas qu'on en aura. Donc voilà. Top, super. Écoute, merci pour cette présentation bien concrète, c'est cool. Moi, c'est clair, je suis d'accord avec toi. De toute façon, plus on va préparer notre retraite tôt, mieux, j'ai envie de te dire, elle sera. Donc, que ce soit par la bourse, l'IMO, le business ou peu importe quel type d'investissement, mais c'est clair qu'il faut commencer le plus tôt possible. Toutes les billes qu'on met maintenant, c'est des billes qu'on n'aura pas à mettre plus tard. Donc ouais, c'est clair. Ok, cool. Donc là, tu nous as raconté un petit peu donc vaguement ton parcours. On a sauté une grosse étape de tout ce que tu avais testé avant de te lancer dans la bourse. Mais justement, c'était le premier sujet qu'on s'est dit qu'on allait aborder parce que tu as testé vraiment beaucoup de choses avant, ou peut-être en parallèle, tu vas nous expliquer, de la bourse. Tu as testé beaucoup de business. Peut-être que tu avais aussi un peu le syndrome de l'objet brillant, j'imagine. Tu pourras nous en parler. Voilà, dis-nous tout, explique-nous tous les business que tu as testés parce que tu m'as fait la liste avant qu'on fasse cette interview et je pense qu'il y en a au moins plus de 10. Donc vas-y, dis-nous tout. Pourquoi est-ce que tu as testé autant? Qu'est-ce qui te faisait tester autant? Pourquoi est-ce que tu changeais à chaque fois? Voilà, raconte-nous un petit peu cette période. Yes, alors ouais, c'est vrai que j'ai eu énormément le syndrome de l'objet brillant. Et je l'ai même parfois encore, même que j'ai un business qui fonctionne aujourd'hui, je l'ai quand même. Dès que je vois une nouvelle opportunité, j'ai envie de sauter dessus, de la saisir. Mais non, je me dis, il faut rester focus dans une seule chose. C'est ça qui m'a réussi aujourd'hui. Donc, j'ai décidé du coup de focus sur la bourse maintenant. Mais j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé, je pense, comme à peu près tout le monde qui regarde cette vidéo, le dropshipping. Donc au début, j'avais pas du tout d'argent, 18 ans du coup. Je lance ma première boutique de dropshipping. J'allais un peu dans les groupes Facebook, essayer de récolter du coup des clients. Donc je mettais des messages, j'ai commandé sur telle boutique, c'est super, ils m'ont filé un code de réduction. Je pense que tu connais un peu ces petites techniques où je mettais ça sur le bon coin, où j'essayais de faire des trucs un peu comme ça. C'était très compliqué, je faisais quelques ventes mais je ne vais pas en vivre totalement. Du coup je me suis dit il faut de l'argent pour lancer des pubs, je voyais des pubs dans tous les sens, des ads et tout. Je me dis il me faut de l'argent. Du coup je lance l'affiliation bancaire. Je ne sais pas si tu as pu tester ça toi aussi. Tester, non, mais ouais, je connais. Ok. Du coup, l'affiliation bancaire, et je me mets faire ça à grosse échelle. Donc, je vais voir les voisins. Du coup, j'habitais chez ma grand-mère, moi. Je vais voir les voisins de ma grand-mère. J'inscris ma grand-mère, mon grand-père, mon père, mes frères, mes soeurs, mes oncles. J'inscris tout le monde. Je gagne pas mal d'argent avec ça. Mais je ne vais pas en vivre. C'est juste du cash après qui va me servir pour d'autres business. Du coup, je conseille tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous n'avez pas de cash, le parrainage bancaire, ça fonctionne encore. J'inscris encore des gens des fois sur des parrainages, ça c'est un peu durcifié, mais ça existe encore, donc profitez-en. C'est l'opportunité de vous faire du cash pour investir sur vous. Du coup, une fois que j'ai du cash, je me dis, on va se relancer dans le drop. J'avais pas de cash, maintenant j'en ai. Je lance du coup des ads, donc sur Facebook Ads à l'époque. Je paye même des influenceurs par la suite. Du coup, je fais un peu de cash. Boutique de monoproduits, un peu de cash. Je m'aperçois que c'est très compliqué et ça commençait déjà à être énormément concurrentiel, les pubs super chères et tout. Donc du coup, pas tellement de résultats. En gros, ce que je dépensais en ads, je le récupérais en chiffre d'affaires. Mais bon, c'était compliqué. Du coup, je me dis, il faut faire un truc plus sérieux et je décide de lancer du coup une marque de vêtements. Du coup, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir, elle est toujours sur Insta, Powafit, P-O-W-A et Fit, F-I-T. Donc du coup, je lance cette marque de vêtements, je recrute des ambassadeurs, je fais un peu une petite technique d'ambassadeur où c'est les ambassadeurs qui vont me trouver des clients. Je leur envoie pas des produits gratuits, mais je leur donne une grosse réduction. Du coup, la plupart de mes revenus, en fait, c'est des ambassadeurs qui commandent. Du coup, je commence à gagner un peu d'argent avec ça. Je fais des mois, 3 4 000 par mois de chiffre d'affaires, je parle. Parce que du coup, je redépensais tout en pub. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à arrêter parce qu'au bout de 6 mois à peu près, je gagnais pas d'argent en fait. Je redépensais tout en pub, j'avais de plus en plus d'ambassadeurs. Et plus j'avais d'ambassadeurs, plus ça me coûtait d'argent avec les logiciels de l'époque. Du coup, je décide un peu d'abandonner ce côté-là.
Du coup, un peu petite remise en question. Je me reconcentre vraiment sur mes études. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit sinon un petit e-book. Ceux qui sont curieux aussi sur Amazon, vous pouvez voir. Du coup, Thomas Libert, mon nom. Le guide du développement personnel, ça s'appelait, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, je fais encore des ventes de temps en temps, tu vois, 3 euros par-ci, 3 euros par-là. Donc, du coup, c'est sympa. Mais bon, ça fait pas vivre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait, du coup, sur 5euros.com, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient besoin de logos. Du coup, je me mets sur 5euros.com, je commence à faire des petits logos. Je n'étais pas très doué en logo, du coup, je commence même à sous-traiter des logos. Genre, moi, je le vends 20 et je l'achète à quelqu'un qui le fait 5. Du coup, je fais ma petite marge là-dessus. Mais bon, c'est des petits business, on ne va pas en vivre, c'est juste pour avoir un peu de cash quand on est jeune. Plutôt intéressant. Sinon, ensuite, je lance aussi un blog. Du coup, je me dis, bon, maintenant, il faut se mettre dans l'infoproduit. Je voyais du Théophile Hélier, tout ça. J'ai été énormément drivé par Théophile Hélier. J'ai grandi, en gros, en regardant ses vidéos. Donc, Théophile Hélier, business en ligne, bam, je me lance business en ligne. Du coup, je crée un blog, comment ça s'appelait déjà? Élever votre vie financière ou un truc comme ça. Du coup, un peu je parle de finance, je parle de développement personnel. Parce que du coup, j'étais période à fond développement personnel, je lisais beaucoup de livres développement personnel. D'ailleurs, ça m'a énormément aidé de regarder les vidéos de Franck Nicolas, tout ça. Donc, je vous invite à faire ça si vous êtes un peu perdu dans votre vie ou vous sentez que les gens ne vous comprennent pas trop. Les vidéos sur YouTube, c'est votre meilleur ami. Donc, du coup, voilà. Je me mets à du coup lancer ce blog, chaîne YouTube même. Je fais des petites vidéos YouTube. Et du coup, j'abandonne très rapidement parce que du coup, c'est un sujet qui ne me passionne pas tellement et je n'ai pas énormément de connaissances dessus. Du coup, j'arrête. Je relance encore un autre infoproduit du coup sur le sommeil polyphasique. Je sais pas, est-ce que tu sais ce que c'est le sommeil polyphasique? Pas du tout. Sommeil polyphasique, mais en gros, c'est ce qui est utilisé ceux qui font des grandes traversées en bateau. Du coup, ils dorment pas, ils font seulement des siestes, donc des siestes de 20 minutes. Il y a plusieurs sommeils polyphasiques, mais le plus connu, c'est des siestes de 20 minutes et toutes les 4 heures sans dormir. Ok. Enfin, je connaissais du coup ce que ça, enfin, comment il fallait faire, mais avec le mot, enfin le terme, j'avais pas forcément, mais ouais, ok, je vois du coup, ouais, très bien. Ok. Du coup, je fais ça, des vidéos de ça, je me filme pendant 30 jours, je fais mon sommeil polyphasique. Du coup, moi, je dormais 6 heures et je faisais une sieste de 20 minutes. Ça, c'est le plus simple, on va dire. Du coup, comme j'avais des études, tout ça, je pouvais pas me permettre de pas dormir la nuit et de faire des siestes toutes les 4 heures. Du coup, je fais ça, je me filme mon expérience. Je vends une formation derrière. Je fais 2 ventes, pas énormes, mais 2 ventes à 97 euros. Donc plutôt content. Je me dis, ok, il n'y a pas de page de vente, tout ça, bon, c'est cool. Ça marche l'infoproduit. Je suis vite à court parce que je me dis, ce business-là, en fait, il n'y a pas trop de clients en fait, qui veulent faire du sommeil polyphasique. Genre, c'est pas... La base de prospects, elle n'est pas énorme. Donc, j'abandonne vite. Je me dis, je ne pourrais pas en vivre. J'abandonne. Et là, grosse remise en question. Je me dis, bon, maintenant, il faut que je lance le dernier business là, qui va vraiment m'en faire vivre. Parce que j'en avais marre de faire des études, tout ça. Genre, je ne me plaisais pas du tout. Du coup, je lance. Du coup, il y a à peu près 2 ans. Bientôt 2 ans. Là, ça fera en août, ça fera 2 ans. Que je lance Thomas TLB du coup sur Instagram et du coup pour vous parler de mon expérience en bourse. Donc du coup, je partage mon expérience, mes achats, tout ça et je m'aperçois du coup que je peux gagner de l'argent avec ça. Et mon but de toute façon quand j'ai lancé, c'était de gagner de l'argent totalement avec ça pour être transparent. Du coup, je commence à lancer mon premier produit, des produits à 47 euros. Je fais quelques ventes mais je m'aperçois que je ne vais pas en vivre. Et là, du coup, grosse remise en question. Je me dis bon maintenant, qu'est-ce qui va faire que je vais en vivre? Il faut une grosse communauté si je veux vivre que des petites formations. Je n'ai pas de grosse communauté, j'en ai une petite. Donc, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Et là, je vois, on peut coacher les gens. Du coup, moi, j'adore l'être humain et tout. Et d'ailleurs, je coachais déjà des gens, en fait, sans les faire payer. Sacha, par exemple, si Sacha, tu passes par là. Je coach Sacha depuis que j'ai 20 ans. Depuis que j'ai commencé à investir, en fait, on est tous les deux et je le coach et tout. Donc... Du coup, je connaissais déjà un peu le coaching et je me dis, vas-y, on va vendre du coaching. Je prends un accompagnement à un infopreneur très connu. D'ailleurs, si vous voulez passer par là, Motivation France, merci à vous. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je me suis fait coacher aussi avant, quand j'ai lancé ma formation en ligne par Constant Helper. Donc, merci à toi aussi qui m'a fait me lancer. Donc, du coup, je me lance. Coaching, hop, je vends des formations. Ok, j'en vends quelques-unes. Ensuite, je reprends un coaching. Je vends du coup mon propre coaching pour investissement en bourse. Donc ça, c'est à partir de
janvier 2023. Premier lancement, boum, 2500 € qui rentrent. Je me dis, incroyable, 2500 €, c'est ce que j'avais fait en toute la période de temps, en 1 an et demi, tu vois, que je m'étais lancé. J'avais fait 2500 à peu près. Et là, je fais ça en un lancement, tu vois. Je me dis, incroyable. Deuxième lancement, 5000. Et là, je me dis, c'est bon. Là, je vide mon business. Maintenant, il faut stabiliser tout ça. Et là, c'est la période où je suis actuellement. Ok, super, trop bien, trop cool. Et alors, qu'est-ce qui fait que justement, pendant toute cette période-là, pourquoi est-ce que tu changeais de business tout le temps? Qu'est-ce qui te… Bon, tu l'as dit, effectivement, bon, ça marche pas, machin, etc. Mais par exemple, tu vois, PowaFit, c'est vrai que le truc des ambassadeurs, etc., surtout il y a quelques années en arrière, quand tu as commencé, c'est quelque chose qui marchait super bien. Peut-être que probablement si tu avais continué, peut-être qu'à un moment ça aurait fonctionné, etc. Qu'est-ce qui à chaque fois, selon toi, faisait que tu changeais et que tu t'allais ailleurs en fait, tu vois, dans un autre domaine? Yes. Ce qui faisait que je changeais, je pense que déjà, j'avais pas un très bon entourage, tu vois. L'entourage, tous les gens qui étaient à l'école, tout ça, dit que je parlais de mes projets, on me disait mais non, ça va pas marcher, tout ça. Et du coup, je pense que ça me décourageait, même que j'avais quelques résultats, ça me décourageait et je me disais bon bah ok, je vais pas réussir, ils ont raison. Et du coup, je voyais je m'arrêtais en fait quelques semaines, on va dire, parce que du coup, j'ai toujours eu un autre projet en parallèle de mes études. Je suis jamais resté que les études, les études. Il fallait que j'ai autre chose tout le temps pour me driver. Du coup, j'arrête un peu. Et chaque fois, je tombais sur une vidéo YouTube. Moi, j'ai grandi avec YouTube. Je regarde pas la télé. J'ai arrêté de regarder la télé il y a 4-5 ans maintenant. Je regarde que YouTube. D'ailleurs, je vous conseille de le faire. Hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il n'y aura pas d'informations négatives. Du coup, vidéo YouTube à fond. Et du coup, à chaque fois, je voyais une nouvelle idée de business. Je me dis, c'est pour moi ça. Boum, je fonçais dans le truc. Du coup, syndrome de l'objet brillant à 200%. Ouais. Et entourage qui ne te pousse pas vers le haut. Du coup, voilà pourquoi j'ai sauté de business en business. Okay. Et puis voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, en fait, à chaque fois, tu avais la nouvelle excitation. Parce qu'en fait, c'est ça, quand tu lances un nouveau business, un nouveau truc, tu es trop excité. Donc, à ce moment-là, les critiques, elles te touchent pas trop, etc. Puis en fait, au moment où tu comprends que ça commence à être un peu plus compliqué que ce que tu penses, etc. Et qu'en plus de ça, du coup, là, il y a encore des critiques, toujours. Du coup, tu te dis, putain, merde, il y a des critiques en plus. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu vois autre chose et du coup, tu sautes dessus. Tu as de renouveau cette petite excitation qui fait que tu es super motivé. Et puis en fait, tu vois qu'au bout de quelques semaines, c'est pas si facile que ça. Et du coup, tu as les critiques en plus. Donc, tu abandonnes et hop, tu vois encore autre chose. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire. Donc, ouais, je vois très bien. Je vois très bien ce syndrome-là. Et je pense que de toute façon, on est à peu près, on est tous plus ou moins passés par là, j'ai envie de dire. Yes. Toi, du coup, tu as eu ce syndrome-là aussi ou tu as trouvé direct ta voie, le premier business? Alors, moi, j'ai trouvé direct ma voie. Ouais, si. En vrai, j'ai trouvé direct ma voie. En fait, moi, j'ai commencé directement par le closing. Quasiment. Okay. Au début, je faisais 2-3 petits business. J'étais même pas formé, rien du tout, tu vois. Mais c'était toujours dans la vente, en fait, tu vois. Okay. Je vendais des services de quelqu'un qui faisait des paris sportifs, etc. Tu vois, donc voilà, je vendais ces services avant même que je connaisse le closing, etc. Tu vois, donc voilà. Et après, j'ai vendu ma propre offre avec lui. On a fait un partenariat. Ensuite, je suis passé full closing, etc., etc. Donc ça a toujours été plus ou moins dans la vente, mais ouais, j'ai testé 2-3 autres trucs. Effectivement, j'ai une fois lancé vite fait un blog, mais c'est pareil, ça j'ai très vite arrêté. Okay. Mais après, tu vois, de temps en temps, même pendant le parcours là, j'ai essayé d'autres trucs. Nous, comme moi, mon associé, il fait du e-commerce, etc. Je me suis dit, vas-y, go, je vais aussi me lancer un peu dedans pour vraiment comprendre vraiment de A à Z comment ça marche, etc. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc et ce que j'avais envie de faire, etc. Et que c'était pas lié aux compétences que j'avais, etc. Donc voilà. Et du coup, alors, je l'ai eu un petit peu, mais pareil, je vois aussi ce que ça fait de se dire ah putain, il y a un truc là, tu vois, genre les NFT, etc. Tu vois. Alors moi, je suis pas allé dedans, par exemple, tu vois, parce que je savais que c'était Shiny Object de ouf. Je me suis dit, si tu vas là-dedans, machin, en fait, tu te défocuses. En fait, à chaque fois que tu changes de projet, de cap, etc., tu te défocuses de ouf et au final, c'est une perte de temps plus qu'autre chose. Donc ouais, c'est clair que
c'est pas bon du tout, on va dire, de changer de projet. Et d'ailleurs, quand tu vois, il y a beaucoup de e-commerçants, tu vois, dropshippers, etc., qui faisaient du drop. Quand il y a eu les NFT, ils sont full allés en NFT, etc. Combien il y en a qui ont perdu, mais des centaines, voire des millions d'euros en, en NFT ou quoi, tu vois. Alors, il y en a qui se sont mis bien, hein, c'est sûr, hein, qui sont allés, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux tout perdre aussi, tu vois. Donc, je pense que le mieux, de toute façon, sur le long terme, c'est de rester full focus dans ce que tu fais. Et il n'y a que comme ça, voilà, au moins tu suis un trait, une lignée, et au moins tu sais que tu as des résultats. Et ouais, je pense que c'est le plus important pour réussir, en tout cas sur le long terme. Tu vois, on parle, regarde, c'est un truc tout con, tu parlais de Théophile Héliette. Théophile, mec, ça fait quoi? 10 ans peut-être qu'il fait une vidéo quasiment tous les jours. T'imagines, Ouais, c'est mec, c'est incroyable. une machine de guerre, tu vois, à produire du contenu, etc. tous les jours comme ça depuis 10 ans. Bah ouais, aujourd'hui, tu vois, il est maxi bien. Bah voilà, forcément, si peut-être qu'il y a 8 ans, quand il y a eu une nouvelle opportunité, bah, si c'était jeté dessus, bah, peut-être qu'il n'aurait pas ce business-là aujourd'hui. Il y a 5 ans, il y avait peut-être une nouvelle, le dropshipping, etc. S'il était allé dessus, bah, peut-être qu'il ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Tu vois, il y a un an, s'il était allé à fond dans les NFT et qu'il avait délaissé son business, je ne sais pas s'il en a fait ou pas, mais peu importe, en tout cas, s'il avait délaissé son business pour ça, bah, peut-être que du coup, il n'en serait pas là. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? En Ouais, 10 ans, totalement. c'est sûr qu'il y a eu plein d'autres opportunités, c'est sûr et certain. Et s'il avait abandonné, bah, aujourd'hui, il n'en serait peut-être pas là. Ouais, c'est clair que le fait de savoir faire la même chose tous les jours et de développer le même business, même quand tu n'as plus forcément cette petite flamme, tu vois, de fou que tu avais quand tu te lances les premières semaines, etc. Bah ouais, si tu arrives à tenir ça, à tenir la cadence, bah en fait, sur le long terme, tu peux que réussir, c'est obligé, quoi. C'est obligé. Donc Yes. ouais. Ouais, c'est clair. Le shiny object, c'est le pire truc. C'est le Yes, pire truc pour les totalement. entrepreneurs en vrai. Et donc du coup, tu disais que tu avais lancé donc, ta formation au début, donc pendant un an et demi où tu as fait à peu près 2500 euros. Tu es passé Yes. au coaching. Euh, Comment est-ce que tu as fait Alors déjà, est-ce que tu as changé quelque chose entre formation et coaching? Et comment est-ce que tu as fait ton lancement justement de coaching? Comment est-ce que tu as pivoté et quelles ont été les stratégies que tu as utilisées pour ton lancement justement? Yes. Alors du coup, comment j'ai pivoté? Déjà, comme je l'ai dit, je me suis fait accompagner pour lancer de la formation. Ça a bien marché. Du coup, j'ai fait quand même quelques ventes. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire accompagner aussi pour lancer le coaching. Il n'y a pas de raison. Et je me suis rendu compte bah, que l'accompagnement, ça m'apportait des résultats. Donc, accompagnement avec Motivation France, Anthony et Rudy. Du coup, ils m'accompagnent et du coup, ils m'ont processé du coup, tout le lancement. Donc, du coup, je ne vais pas détailler exactement parce que du coup, c'est ce qu'ils vendent de comment faire un lancement. Mais en gros, c'est simple le business en ligne. Tu apportes de la valeur, tu crées une communauté. Après, tu leur proposes une offre et voilà, les gens ils achètent. Du coup, c'est un peu la règle de réciprocité. Tu vois, tu donnes de la valeur gratuite et ensuite tu peux leur vendre un produit et tu peux en vivre. Et même les gens ils sont très contents même de, d'acheter chez toi parce que du coup ils disent oui il m'a donné de la valeur, ok. Et surtout moi ils voient que l'argent qu'ils me donnent c'est pour réinvestir en bourse, du coup je crée encore plus de compétences parce que aussi j'investis dans des formations bien sûr avec cet argent là et du coup je leur apporte toujours plus de valeur et du coup c'est ça un peu le process et voilà mais après c'est très très simple, valeur gratuite, appel à l'action, CTA, call to action et ensuite les gens ils remplissent un formulaire, je les rappelle, et au téléphone, après, je les close, tu vois, comme toi qui fais du closing. Moi, j'ai découvert ça, du coup, en janvier, où j'ai fait mes premiers appels de closing. Ok. Au début, je n'étais pas du tout à l'aise. Après, de plus en plus à l'aise. Et aujourd'hui, tu vois, je n'étais pas du tout à l'aise en vidéo. Là, je suis un peu plus à l'aise, tu vois, à faire cette interview. Mais c'est le process, il faut continuer. Il faut sortir de notre zone de confort. Et puis, let's go. Yes. Ok, cool, super. Et ouais, donc comme tu disais, le fait de passer au coaching, toi, ça a vraiment propulsé tes revenus, parce que comme tu dis, donc tu as fait 2500 euros en un an et demi. Janvier, tu fais 2005, le mois d'après 5000, et ben, j'imagine qu'aujourd'hui, tu continues, etc., à grossir aussi. Et Euh, c'était pas le mois d'après, c'était. Parce que du coup, je faisais un lancement tous les 3 mois, tu vois. Du coup, c'était mois d'accord, ok. de mars ou avril. Ok, Mars, ouais. Mars et après courant avril. Et du coup, c'est là que j'ai fait les 5000. ok, ça marche. Donc voilà, tes deux lancements, donc 2005, 5000, euh, c'est 100% du bénéfice aussi, parce que du coup, j'imagine que tu n'investis pas en ads, etc. pour ça, c'est full organique du coup. Yes, totalement. Après, il y a Ouais, juste l'URSSAF, bien sûr, à payer. bien sûr, J'en ai déclaré. Mais tout à oui, fait, tout à fait. pas d'ads, que de l'organique, uniquement en prospection. Yes. 100% de marge alors plutôt, on pourrait dire. Yes, Euh, c'est ça.
Mais ok, donc toi, qu'est-ce que tu conseillerais du coup? Formation, coaching, qu'est-ce qui est le mieux selon toi? Yes, alors c'est une question qui est assez difficile à expliquer parce que je pense que je vais mettre beaucoup de personnes à dos si je dis que le coaching c'est nul. Mais du coup, pourquoi déjà je peux te parler de ça? Pourquoi je peux vous parler de ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai investi, j'ai fait le calcul il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai investi plus de 20K sur moi dans des coachings, des formations, des livres. Plus de 20K. Vous vous rendez compte? 20K. Genre la plupart des gens, ils bégayent pour acheter un truc à 50 euros ou à 47 euros. 20K sur moi. Et c'est ça qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et j'en suis persuadé parce que ça m'a cassé des barrières limitantes, ça m'a apporté les stratégies et puis ça m'a fait surtout rencontrer du réseau et des gens qui ont des vrais skills. Donc, du coup, aujourd'hui, 20K investis sur moi. Voilà pourquoi je peux vous en parler. Deux, pour moi, c'est la formation vraiment qui m'a apporté le plus de résultats. Avant ça, je voulais vous partager quelque chose. C'est que moi, je vous ai dit du coup que j'investissais en bourse. J'ai investi en bourse pendant du coup plusieurs années. Et en 2022, je me suis dit, bon maintenant, j'ai mon argent qui est en bourse. Je n'avais pas énormément d'argent de côté. Je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de garder cet argent en bourse ou c'est d'investir sur moi pour avoir plus de connaissances en bourse, vendre du coup du coaching par la suite et pouvoir aussi me former, prendre un accompagnement, quelqu'un qui va m'aider à vendre ce coaching. Du coup, j'ai vendu toutes mes actions en bourse à ce moment-là. J'ai encaissé plus de 3000 euros de bénéfices et une grande partie de cet argent-là, je l'ai réinvesti dans un coaching, je l'ai investi dans des formations pour me former encore plus en bourse et pour vraiment avoir de la valeur concrète à proposer aux gens. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je peux vous dire que vraiment, la formation, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. D'ailleurs, petite anecdote, avant de faire des formations en bourse, tout ça, je me suis énormément formé sur l'immobilier. D'ailleurs, j'en ai fait mes études immobilières. Du coup, études immobilières, en fait, j'ai suivi énormément de formations immobilières. Du coup, après, je fais un BTS immobilier. J'arrive le premier jour de la classe. Tout se passe bien, tout ça. Première semaine, les profs ils viennent me voir et ils me disent « Mais Thomas, est-ce que tu as déjà fait des études d'investissement ou des études d'immobilier ?» Je dis « Non. » Et toute la classe me regardait et me disait « Mais c'est pas possible et tout, il nous ment et tout. » Et en fait, j'osais même pas dire que j'ai suivi des formations, tu vois, parce que c'était un peu ouais, formation, c'est de l'arnaque, tout ça. Du coup, j'en parlais pas. Et honnêtement, même il y a certains profs qui m'ont dit j'aurais pu passer le BTS, genre un mois après m'être inscrit au BTS au lieu de passer les 2 ans. Et je pense que j'aurais eu le BTS, tu vois. Tellement que j'avais accumulé de connaissances sur l'immobilier, comment le meubler, le vide, la fiscalité, tout ça, c'était un truc qui me passionnait. Du coup, voilà, formation, énormément de connaissances. Mais après, je ne suis pas passé à l'action en immobilier, mais je me suis formé en bourse et je suis passé à l'action en bourse. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ce qui m'a fait passer un step, du coup, j'ai pris un coaching en bourse, comment analyser les entreprises, ça m'a apporté des résultats. Dans le business en ligne, même chose, j'ai pris un coaching, parce que j'ai suivi aussi des formations sur le business en ligne. Ils ne m'ont pas tellement apporté de solutions concrètes, c'était plutôt des stratégies, mais j'avais personne pour me pousser, tout ça. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai un peu besoin de quelqu'un pour me secouer des fois. Donc, du coup, coaching pour la formation, je vends des formations, merci Constant. Coaching pour vendre du coaching, merci Anthony et Rudy, je lance du coaching et je fais des résultats. Donc pour moi aujourd'hui, le coaching, ça a beaucoup plus d'importance que d'avoir la théorie d'une formation. Et surtout, c'est beaucoup plus personnalisé. Bien sûr, ça va être plus cher parce que du coup, il y a le temps du formateur qui est pris en compte là-dedans. Mais je pense que ça apportera plus de résultats. Et c'est pour ça que je vais dire, en inédit aujourd'hui, je vous le dis, je vais arrêter de vendre des formations et je vais vendre uniquement du coaching pour apporter un maximum de résultats à mes clients. Et je me suis rendu compte que les clients, en fait, je les ai tous recontactés à chaque fois, je les rappelle tous. Voilà, est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que vous avez investi en bourse? Il y a 50% des gens qui ont acheté ma formation, donc environ une trentaine de personnes, qui n'ont pas encore investi en bourse, après 6 mois, 1 an. Alors que tous les gens que j'ai coachés pour l'instant, ils ont tous investi en bourse. Forcément, je suis derrière eux, je leur dis, vas-y, crée ton compte, mec, on analyse, on achète, boum, on y va, quoi. Donc voilà, coaching à 100%. Yes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le coaching, il a 2 gros avantages. Le premier, c'est que ça va te permettre de pousser les gens vraiment à passer l'action quand tu les suis, etc. Ça, c'est clair et net. Le deuxième gros avantage, c'est pour le formateur. C'est que c'est un gros ticket.
Le coaching, tu peux Yes. pricer ça super cher. Tu vois, je connais des gens qui vendent du coaching à 50K, 100K sans problème, tu Ok. vois. Donc Ouais, tu peux vraiment pricer très très cher. En fait, à partir du moment où tu as un relationnel, les gens sont plus prêts à mettre quand il y a un humain que juste pour des vidéos, etc. Ce qui est normal, hein, d'ailleurs. totalement. Euh, la formation, ça a quand même un certain plafond, tu vois. Tu vends pas juste une formation. Au-dessus de 2K, ça commence à être chaud, tu vois. Je parle Yes. uniquement de formation, hein, pas s'il y a des coachings de groupe ou quoi derrière. Je parle vraiment de formation vidéo. Au-dessus de 2000, quand même compliqué. Euh, alors que le coaching, tu peux pricer ça vraiment super cher. Bien évidemment, derrière, il faut avoir les bons résultats, bon machin, etc., etc., bien sûr. Mais en tout cas, tu peux pricer ça beaucoup plus cher dû au fait que bah, tu es, derrière eux, tu vas les pousser, les driver, etc. Euh, Maintenant, le coaching, son inconvénient, bah forcément, c'est très cher. Donc, du côté client, bah, c'est sûr que c'est un investissement en plus. Par contre, je pense que ça a des résultats beaucoup plus importants. Euh, Après, pour moi, la formation, c'est bien. En fait, ça dépend ce que tu fais. C'est-à-dire que, est-ce que tu as envie? Je pense que la formation, quand tu es formateur, te dégage quand même beaucoup plus de temps que le coaching. Parce que le Yes. coaching, c'est très énergivore, ça demande beaucoup de temps, etc. Donc, Totalement. si tu arrives à avoir une grosse audience, par exemple, tu vois Antoine BM, Théophile, etc., ben, et que tu as envie d'avoir un business un peu plus simple qui te prend moins de temps, ben, je pense que la formation, c'est mieux. Tu gagneras peut-être effectivement un petit peu moins, mais par contre, bah, tu as 100 fois plus de temps, quoi. Et ça, voilà, tout dépend de ce que tu as envie. Euh, Yes. mais clairement, à un débutant, quelqu'un qui démarre, il n'y a aucun intérêt pour moi de vendre une petite formation à 47, 97 ou 200 balles. Ça n'a aucun intérêt. Si tu vois une formation qui est vraiment chère, genre au moins 1000 ou 2000 balles, why not? En organique, etc., pourquoi pas. Mais sinon, de la petite formation, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Vaut mieux partir directement sur du coaching parce qu'il suffit que tu closes une seule personne à 2000 ou 2500 euros, ça y est, t'en vis en fait. Tu vois. Alors, t'es pas millionnaire ou quoi que ce soit, mais tu gagnes plus qu'un SMIC, enfin tu vois, Yes, tu peux totalement. en Ouais, vivre en tout cas, avec un seul client par mois. Donc ouais, clairement, les gens qui démarrent et qui n'ont pas d'audience, rien du tout, moi effectivement je conseillerais de commencer par du coaching, ça c'est clair. Euh, et puis surtout, je trouve que le coaching c'est pas mal parce que ça t'aide à être au plus près de ton audience, à être au plus près de ce que les gens veulent vraiment, tu vois, tu as du contact vraiment avec eux, etc. Et ça te permet vraiment de comprendre leur douleur, etc. Et du coup, même derrière, si tu veux sortir des formations, à prix un peu réduit, etc., pour les gens qui n'ont pas forcément de budget ou qui veulent juste une formation, qui préfèrent des formations, etc., bah, ça te permet de faire des formations qui sont vraiment qualitatives puisque tu connais le problème exact de ton audience et donc tu n'es pas là en train de faire des formations bah, qui sont nazes et qui apportent aucun résultat. Donc, ouais, pour moi, c'est ça les avantages et les inconvénients, mais en tout cas, du côté de la personne qui va faire le coaching, donc de l'infopreneur, je pense que pour un début, en tout cas, c'est coaching 100%. C'est aucun intérêt de faire de la formation. Et après, c'est un choix. Soit tu as envie de continuer à faire vraiment du coaching, à scaler ça très fort, etc. Et tu peux vraiment scaler des gros revenus. Ou alors tu préfères un peu moins bosser et plutôt faire de la formation. Moi, je pense que c'est plutôt vers ça que j'irai. C'est-à-dire que là, une fois que vraiment mon personal branding sera vraiment bien développé, etc., j'irai plutôt vers un système de formation où mais Ok. toujours, je pense, avec une sorte de petit accompagnement, etc. derrière. Et aussi, je proposerai des coachings, je pense, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et ceux qui sont vraiment déterminés. Parce que, euh, tu vois, j'ai vendu pas mal de coachings en closing. C'était pas forcément moi qui les faisais derrière. Euh, Ok. donc moi, juste, je closais, je prenais ma commission sur la vente et après, bah, l'infopreneur, donc mon associé délivrait la presta, etc. Mais tu vois, il y a quand même des personnes, malgré tout, sur le volume, en fait, quand tu commences à faire pas mal de volume, de toute façon, tu verras, ça va être pareil pour toi aussi à un moment. Quand tu auras fait 10, 100, 200, 400 clients en coaching, ben, tu vas voir en fait qu'il y a des gens qui n'appliquent pas. Tu vois, même si tu es derrière eux, etc. À un moment, bah, tu as quand même des gens qui rejoignent ton coaching, qui n'appliquent pas, etc. Et en fait, ou alors qui appliquent quand tu es là, mais ça y est, dès que le coaching il est fini, bah, en fait, ils Yes. n'appliquent Après, plus. après ça, est-ce que c'est pas une question de prix du coup? S'ils ne pricent pas assez cher, les gens ils sont pas assez engagés. C'est ça que j'ai vu moi dans la formation en ligne. C'est que les Hmm, gens ils payent 47 euros. Il y en a ils s'en foutent 47 d'accord. euros. La plupart des gens et du coup ils passaient pas à l'action. Ils n'étaient pas assez engagés. Hmm. Bah, dis-toi qu'on vendait du coaching, le moins cher c'était 3800 euros. Ok. Ok. Donc c'est déjà pas rien. Et Ouais. le plus cher il était à 12 000. Euh, Peu importe le prix, il y avait des Ok. Il y a gens, des je gens closais qui même à passaient 12 pas à 000, l'action. mec. Genre, des gens, mec, à 3800 euros.
ils sont jamais venus en coaching, genre. Tu vois, ils sont Ah, payés 3800 euros, ils sont jamais venus en coaching, on les a jamais vus de notre vie, jamais, et même pas une demande de remboursement ou quoi, hein. On ne les a Ok. jamais entendus, Ouais, genre. Le mec, tu le closes et ça y est, derrière, il n'y a plus personne. Donc ouais, ça arrive, c'est clair. Et je pense que pour moi, à partir du moment où la personne est vraiment motivée, que ce soit une formation ou un coaching, tu vois, dans les deux cas, let's go, il va passer à l'action, tu vois. Moi, j'ai des formations qui m'ont coûté que dalle et qui pourtant m'ont rapporté genre tellement de résultats, tu vois, tellement de compétences, etc. Quand tu les appliques, voilà, c'est qu'une question de motivation, etc. Après, c'est clair, quand tu as c'est clair. quelqu'un derrière, etc., c'est sûr que c'est plus facile et c'est mieux pour apprendre certaines compétences ou dans certains modèles, le coaching. Mais ouais, pour moi, les deux, voilà, ça dépend. C'est pas fait pour tout le monde, les deux. Et aussi, du côté de l'infopreneur, ça dépend à quel stade tu en es. Mais si quelqu'un qui démarre, moi, je conseillerais clairement le coaching à 1000%. À 1000%. Et est-ce que Totalement. est-ce que tu aimes coacher aussi? J'adore coacher. Moi, en fait, pour te dire, les gens, je leur vendais une formation 47 euros. J'étais toujours derrière eux. Je leur envoyais toujours un message. Ok. Machin, t'as investi dans quoi? Ok, comment t'as fait ton analyse? Genre, je faisais quasiment du coaching, c'est juste que je faisais pas des calls avec eux. Certains, j'en ai fait, même des calls, je dis j'en ai pas fait, mais certains, j'en ai fait. Ils ont payé 47 euros. Des fois, je faisais des calls d'1 heure et demie pour tout leur expliquer, tout ça. Genre, Ok. Après, Ouais. quand je dis ça à des coachs, du coup, Anthony et Rudy, ils m'ont dit, t'es malade de faire des trucs comme ça. Genre, tu Bien sûr. tu vas devenir un esclave, tu vois, si tu fais ça. C'est clair. Alors C'est clair, c'est clair. ton temps, il est limité, donc faut vraiment, faut le vendre si tu as envie vraiment de vivre de ton business. Faut pas tout donner non plus gratuitement comme ça. C'est sûr. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, c'est cool, ouais, parce que le coaching, il faut aussi aimer coacher, aimer le contact, etc. Il y en a peut-être qui aiment moins, donc voilà, mais ok. Après j'ai vu les limites du coaching. Mhm. Par exemple, là j'étais au Canada, là je viens de revenir il y a quelques jours, et j'ai vu du coup 6 heures de décalage, on commençait à bégayer un peu, tu vois. Enfin, Ouais. Du coup les clients, je leur dis, bon, faut réserver que l'après-midi, du coup c'était un peu le soir même pour eux, pour que moi ce soit le matin, tu vois. Genre sinon Ouais. le décalage n'était pas bon. Et du coup, je m'aperçois que moi qui adore voyager, là je comptais repartir à Bali, mais je me dis en fait c'est pas trop possible. Tu vois, là j'ai 5 clients en simultané, et je me dis du coup ça fait quasiment un call par jour, mais il y en a, ils peuvent que le dimanche à 20 h. Du coup, ce sera la nuit à Bali, genre c'est compliqué de. Hmm. Donc je pense que c'est un step à avoir, et après peut-être pourquoi pas créer une agence, prendre des coachs qui coachent à ma place, mais que C'est ça. j'ai formés, même pourquoi pas mes meilleurs élèves, les Mhm. passer en tant que coach. Je pense que c'est comme ça. Ouais, c'est ça, le problème du coaching, c'est qu'à un moment, bah, en fait, tu vends toujours plus ou moins ton temps quand même contre de l'argent, même si tu peux le pricer tellement cher que bah, voilà, tu peux vraiment augmenter la valeur de ton temps, mais c'est vrai que c'est toujours plus ou moins relié, effectivement. Quand tu veux partir et tout voyager comme ça, bah, forcément, c'est clair que dès qu'il commence à avoir pas mal de décalage horaire, ça commence à être compliqué. Alors que la formation, il peut y avoir 12 heures de décalage horaire, ça change rien du tout, quoi. Donc, ouais, c'est sûr qu'il y a ces. De toute façon, c'est comme partout, il y a jamais un business model qui est 100% Yes. mieux qu'un autre. C'est Des avantages et des inconvénients. exactement des avantages et des inconvénients dans les deux. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au débat bourse vs immobilier, parce que du coup, on a deux profils complètement différents. Toi, t'investis en bourse et moi en immobilier. Yes. Qu'est-ce qui est. Voilà, bourse, immo, de quel camp tu es? Bah forcément, tu vas défendre la bourse, on va dire. Pourquoi la bourse plutôt que l'immo? Bah, dis-nous tout. Yes. Alors déjà, si on reprend les chiffres, moi j'aime bien les chiffres. Moi je suis quelqu'un de matheux. Il faut savoir que en France, il y a environ 6% des personnes, 6% de la population, d'après l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui possèdent des actions en bourse. Et il y a 60% des gens qui possèdent de l'immobilier. Donc t'imagines, 10 fois plus. Pour moi, cette différence-là, elle n'a pas lieu d'être. Mais je pense que cette différence-là, elle est parce qu'en France, on met beaucoup plus l'immobilier en avant, l'immobilier, oh la bourse, c'est risqué, c'est les capitalistes, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi qu'il y ait une telle différence. Déjà aussi, pourquoi je peux vous parler un peu d'immobilier? Parce que l'immobilier, du coup, comme j'ai dit, j'ai suivi les formations, j'ai même fait des études dans l'immobilier. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait le processus d'immobilier, parce que du coup, j'ai pas investi personnellement, mais j'ai fait investir ma grand-mère dans son premier bien locatif. Et du coup, j'ai fait la recherche de l'appartement, négociation, mise en place du locataire, passage du nu au meublé. Je lui ai expliqué tout ça et j'ai fait tout un peu à sa place. Recherche du locataire, tout ça. Donc, du coup, je peux vous parler un peu
d'immobilier, j'adore l'immobilier. D'ailleurs, pour être tout à fait franc avec vous, premier objectif, c'était investir dans l'immobilier pour moi. Après, j'ai jamais eu de CDI, donc je n'avais jamais une situation stable, on va dire, pour les banques. Donc compliqué pour moi d'investir sans CDI. Et là, pour l'instant, je n'ai pas encore la situation, mais c'est mon projet plus tard de faire de l'immobilier. Mais je ne suis pas contre l'immobilier. Si vous avez un CDI, foncez. Résidence principale, vous pouvez la revendre, pas d'impôt sur la plus-value. Ça, c'est une des plus grosses niches fiscales, je pense, en France. Je pense que tu ne vas pas me contredire. C'est clair. Non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de choses à faire en IMO, ça c'est clair. Vas-y, continue. Pourquoi, Yes. du coup, derrière, toi, qu'est-ce qui... Vas-y, finis, je te laisse finir. Du coup, mon avis, déjà, la bourse, toutes les études ont prouvé. Déjà, la bourse, pourquoi c'est le meilleur placement? Selon moi et selon les études. Je suis encore tombé hier sur une étude. Les 50 dernières années, la bourse, les actions à dividendes plus particulièrement, ont été l'actif qui a performé le mieux. Ça a surperformé l'or, surperformé l'immobilier, toutes les classes d'actifs que vous pouvez connaître. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour moi, l'avantage, il y a plusieurs avantages à la bourse. Premier avantage, il n'y a pas de crédit. Aujourd'hui, je connais des gens, moi en France, ils n'ont pas envie de faire de crédit. Ils ont peur des crédits. Donc, premier avantage de la bourse, pas besoin de faire de crédit, tu investis avec ton propre argent, tu risques pas d'être en faillite personnelle, comme on dit. Deuxième, liquidité rapide. En immobilier, je l'ai vu quand j'ai fait investir ma grand-mère, si tu veux acheter le bien, il faut attendre 2 mois que la mairie préempte ou pas le bien. Donc c'est chiant, 2 mois, le temps que les notaires se mettent d'accord entre eux, s'il y en a plusieurs. C'est plutôt 3 mois pour acheter ou pour vendre un bien. Donc liquidités, elles sont pas rapides. Alors qu'en bourse, 2-3 clics. Moi j'étais à Bali, j'étais au Canada. Partout où je vais, je clique sur un bouton, boum, les actions elles se vendent, elles s'achètent. C'est extrêmement rapide. Ensuite, je l'ai dit du coup, j'étais à Bali au Canada. Liberté géographique. En bourse, de partout, en quelques clics, c'est facile. En immobilier, si tu es à l'étranger, il faut quelqu'un qui gère ton bien. C'est un peu plus galère pour moi. Ensuite, je m'aperçois du coup qu'en bourse, il n'y a aucune gestion, alors que dans l'immobilier, il y a un petit peu de gestion à faire. Tu vois, par exemple, il y a à peu près 2 mois, le locataire de ma grand-mère, du coup, c'est moi qui le gère. Donc, je lui envoie bien sûr la quittance tous les mois, ça c'est assez simple à faire. Mais des fois, il a des petits problèmes. Donc là, il y a un problème de volet. Donc, il faut appeler un réparateur. Tout ça, ça me cause quelques soucis. Tu vois, genre, c'est pas des gros soucis, mais ça fait un peu de travail, un peu de, comment on appelle ça, de charge mentale. Et du coup, c'est un peu chiant. Alors qu'en bourse, pas de charge mentale. L'entreprise dans laquelle tu investis, elle sait se faire tourner elle-même. Toi, tu n'interviens pas du tout. À la limite, tu vas au vote et tu peux voter. Tu as le droit de vote quand tu possèdes un titre d'une entreprise. Mais notre vote, il compte quasiment rien parce qu'on n'a pas énormément d'actions. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, il y a le point de la diversification. Aujourd'hui, pour moi, dans l'immobilier, à moins que tu aies plein de biens immobiliers, une centaine ou une cinquantaine, tu n'es pas assez diversifié. Si tu achètes dans une seule ville, tu achètes par exemple, je ne sais pas où tu habites toi, mais tu achètes dans ta ville, du coup, tu n'as qu'un bien immobilier dans une ville. Si la ville elle fait des mauvais choix stratégiques, le maire est mauvais, tout ça, et du coup, le bien peut perdre en valeur. Alors qu'en bourse, on peut investir dans plusieurs sociétés, donc du coup, c'est plus diversifié. Et des sociétés même de divers pays si on veut. Dernier point, l'avantage pour la bourse, c'est qu'il y a un revenu qui est exponentiel. On peut voir les dividendes, du coup il y a des sociétés qui versent des dividendes depuis plus de 50 ans, on appelle ça des dividend kings. Donc ça c'est les sociétés qui augmentent leurs dividendes depuis plus de 50 ans et on s'aperçoit du coup que le revenu est de plus en plus gros et en plus on peut réinvestir. Donc tu touches ton revenu, du coup si on investit aux States, aux États-Unis c'est plutôt trimestriel les dividendes, donc tu touches ton dividende et tu peux direct le réinvestir et du coup les intérêts composés continuent de fonctionner. Alors en IMO, c'est bien, ok, tu touches un loyer, peut-être si c'est un investissement locatif, je parle, tu touches un loyer, mais ton loyer, si tu touches 500, 800 euros, tu ne peux pas le réinvestir direct dans l'immobilier. Il faut refaire un autre crédit pour acheter un autre bien, et du coup, il y a un moment, la banque, elle va te bloquer. Et ça, je l'ai vu, parce que du coup, je connais plein d'investisseurs aussi dans mon secteur, et comme c'était là où je voulais me lancer, je suis pas mal renseigné sur le domaine. Et à un moment, tu es bloqué, à moins de créer des sociétés, s'associer, mais ça devient plus compliqué. Donc voilà. Yes, ok. C'est vrai, je partage ton avis. Il y a 2-3 points où
Ah, forcément, il faut que je vienne que te contredire. Euh, ouais, c'est clair que de toute façon, en bourse, le fait les liquidités sont beaucoup plus rapides, ça c'est clair. C'est un avantage si tu as besoin de Yes. jumper sur une opportunité ou quoi, c'est sûr. Euh, Après, le fait qu'il n'y ait pas de crédit, on va dire que ça facilite l'accès au frileux, plutôt, tu vois. Yes. Voilà, ça va faciliter l'accès au frileux, mais en réalité, le crédit en IMO, c'est ça qui Oui, fait toute la c'est. beauté de l'immobilier. C'est-à-dire que, Yes. tu vois, là, aujourd'hui, j'ai 2 appartements, moi, Ok. que je mets en location. Bah, les deux, j'ai pas mis un seul euro de ma poche, tu vois. Ok. Enfin, le premier, en réalité, j'ai payé les frais de notaire Ok. parce que bah, je n'avais pas exactement les stratégies pour les faire comprendre dans le prêt, mais si je voulais, Ok. je les mettais dans le prêt, tu vois. Ouais, Donc, 110%. euh, donc Totalement. voilà, exactement, à 110%. Le deuxième, j'ai pas mis un seul euro de ma poche, tu vois, parce que j'étais encore plus formé, etc. Donc là, vraiment, j'avais toutes les stratégies. J'ai pas mis un euro de ma poche dans l'appartement, que ce soit les frais de notaire, même les meubles, etc. Il y a des stratégies avec des sociétés qui te font des factures pour permettre de même faire passer les meubles, etc. Yes, totalement. Dans ton crédit et tout. Donc j'ai pas mis un euro de ma poche. Euh, et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, je possède, grosso modo, peut-être 250, 300 000 euros, je n'ai pas la valeur exacte des biens à l'heure actuelle, mais peut-être 250, 300 000 euros de patrimoine, alors que bah, j'ai mis zéro en fait. Ouais, 10 000 de frais de notaire pour le premier, tu vois. Donc c'est incroyable. Ça, c'est vraiment, je trouve, un énorme avantage. C'est justement que tu peux emprunter et en plus à 110%. On est un des seuls pays à proposer ça. Tu vois, en Suisse, tu veux acheter parce que j'ai un ami qui veut peut-être acheter une maison, etc. là-bas qui est suisse. Alors, en fait, c'est 20 ou 30% que tu dois mettre d'apport. Tu vois. Yes, ouais, c'est. Donc en fait, bah, tu vas acheter une maison à 500 000 balles, ben voilà, tu mets au moins 100 000, 150 000 euros de ta poche, tu vois. Donc ouais, le fait qu'on ait ça en France, je trouve ça vraiment incroyable. Après, euh, il y a un petit peu plus de gestion en IMO, mais Oui, tu peux déléguer après, c'est ouais, en tu peux fonction du déléguer revenu que tu as et envie d'avoir. surtout que, enfin, en vrai, tu vois, effectivement, quand tu as un petit souci, il faut faire intervenir, machin, etc. Mais bon, quand tu investis à 110%, qu'en plus tu investis bien, tu vois, moi par exemple, là, mon deuxième appart, j'ai à peu près 2500 euros de revenus, c'est une location Airbnb, etc. J'ai Ok. 650 euros de crédit, tu vois. Donc, genre, je Ok. fais genre à peu Ouais. près 1000 euros de cash flow positif tous les mois, tu vois. Bah, je passe même pas 5 minutes par jour dessus. Tu vois. Même quand Ok. tu vois, il y a des jours où je passe rien. Là, tu vois, je poste, ça fait une semaine, j'ai rien fait en fait, tu vois, même pas une minute. Donc bah, après, effectivement, il y a des fois où bon, il y a un petit souci, bon, ok, t'appelles un plombier, machin, ça te prend une heure. Effectivement, c'est un petit peu plus de charge mentale que la bourse. Faut pas nier, c'est sûr. Mais je pense que quand tu as les bonnes stratégies quand même en immobilier, que tu veux vraiment les bonnes choses, comme ce que fait comme 99% des investisseurs ne font pas, bah, ça te prend vraiment très très peu de temps. Et donc tu peux, sans choix, moi je suis à Barcelone là. Ok. Pendant 3 mois, je suis venu vivre ici avec ma copine. Euh, Moi, mes appartements, ils sont pas ici, hein, tu vois, ils sont en France. Et Ok. en Ils plus, sont même, en tu vois, bon, gestion ou. Non? non, 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 c'est juste, bah, c'est moi qui gère à distance, en fait, tu vois. Le premier, Ok. c'est une colocation. Une colocation, donc en fait, bah, même s'il y a un colocataire qui part, bah, c'est pas grave, en fait, je remets l'annonce depuis Barcelone. Puis bah, quand j'ai des appels, je dis ok, bah, vous voulez aller visiter? Oui, ok, bah, j'appelle le locataire en place. Bon, bah, il y a une visite aujourd'hui, est-ce que tu es dispo pour faire visiter? Oui, ok, bah vas-y, go, va visiter, tu vois. Donc en fait, les visites, je passe même pas par une agence ou quoi que ce soit, c'est mes locataires qui les font. Et l'autre, c'est un Airbnb, donc boîte à clé automatique. Dès qu'il y a une réservation, le code est généré automatiquement et est changé en plus après à chaque visiteur. Il est changé, c'est un nouveau code qui s'autodétruit, etc. Et ensuite, bah, j'ai une femme de ménage en fait qui s'occupe. Elle est connectée à mon channel manager. C'est un channel qui gère les réservations, etc. Machin. Ok. Et du coup, bah, elle voit, chaque fois qu'il y a une réservation, elle est autonome, elle regarde, elle suit le calendrier, elle va faire le ménage quand il y a un ménage à faire après chaque réservation. Et voilà. Donc en fait, tout est automatisé, tu vois. Et du coup, bah, j'ai strictement rien à faire. Sauf si effectivement, bah, là, elle voit, elle constate une fuite ou un truc, bah, là, effectivement, c'est moi qui appelle, qui vais gérer, etc. Mais voilà, tu vois, j'ai rien à faire. Pareil, tu te fais copain un peu avec les voisins, etc. Comme ça, bah, s'il y a besoin d'ouvrir au plombier, ou, tu vois, voilà, et bah, ils le font. Moi, j'ai la boîte à clé, donc je donne le code au plombier de la boîte à clé, boum, il monte, il règle le problème, je paye la facture. Voilà. Donc, en réalité, alors c'est sûr, c'est toujours un petit peu plus de temps qu'en bourse, mais bon, quand tu as les bonnes stratégies, ça va. Mais c'est sûr que si tu commences à avoir 50 biens et tout, ouais, là, c'est sûr que Yes, ouais, ça ça prend quand commence. même beaucoup plus de temps.
Alors qu'en bourse, tu peux avoir 150 millions d'euros investis. Enfin, tu vois, Ça va prendre le même temps. Yes. ça te prend le même temps. Donc ça, c'est sûr. Euh, Après, il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. Je ne sais plus ce que c'est. C'est le crédit où justement tu pourrais investir avec de l'argent que tu n'avais pas, le temps de gestion et l'autre, je ne sais plus. Il y avait Je sais plus. diversification, j'avais dit. Ouais, diversification. Bah là, les deux, c'est très bien hein, pour se Et diversifier. liberté géographique, toi du coup, Ah, la t'es en liberté Barcelone. géographique, ouais, je pense que tu l'as quand même. Tu vois, je connais plein d'entrepreneurs qui ont des dizaines et des dizaines de biens. Tu vois, ils voyagent aussi sans problème. Voilà, effectivement. En fait, ce qui est bien avec l'IMO, c'est que quand tu as un bien rentable, tu achètes avec de l'argent que tu n'as pas, de toute façon. Donc, même si le bien il perd de la valeur ou quoi, tu t'en fous, parce que de toute façon, en fait, c'est pas comme une action où tu as mis 10 euros de ta poche, bah si elle coûte 9, ça fait chier. Moi, mon bien, j'ai mis avec de l'argent que j'avais pas de toute façon. Donc, même si je l'ai acheté 100 000, que demain il en vaut 90, je m'en fous. En fait, parce qu'on me l'a Ouais. donné cet argent pour que j'investisse. Donc, bah, en fait, dans 20 ans, les 90, ils seront à moi, alors que j'ai rien fait, en fait, si ce n'est passer 5 minutes par jour à le gérer, quoi. Donc voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Tu m'as dit quoi? C'était ah oui, la liberté géographique. Ouais, Liberté. donc tu peux clairement le gérer 100% à distance et surtout que tu peux te permettre, au pire des cas, même si tu as un gros parc, bah, d'avoir un petit peu de frais. C'est-à-dire que tu as acheté avec de l'argent de façon qui ne t'appartient pas. Donc si tu fais, imaginons, tu as un big park et tu fais genre, je sais pas, 20K par mois de cash flow positif, bah, au pire, tu prends une assistante à 2000, tu vois, tu feras que 18 000, mais de toute façon, t'en fous, c'est pas de l'argent qui était à toi à la base en fait. Donc à la limite, tu peux te Ouais. dire, allez, je grignote un peu sur mon bénéfice pour que vraiment ça me prenne zéro temps, tu vois. Et là, tu as une assistante et elle gère tout et t'es royal quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a des stratégies dans les deux. Pour moi, les deux sont très bien et sont très complémentaires d'ailleurs, parce que du coup, bah là, Yes, totalement. avec le business, tu vois, là, quand je fais du cash, etc., ben, effectivement, ça serait bien que je l'investisse dans des actions à dividendes, etc. etc. Parce que l'IMO, bah, je peux emprunter à 110%, donc pas besoin forcément de cash, quoi. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Du coup, tu as acheté en nom propre ou en société, SCI, SAR, Ouais, les deux premiers sont en nom propre. SARL plutôt? Ouais, les deux premiers sont en nom propre. Là, je suis Ok, en train d'acheter un troisième. Du coup, c'est en SCI. Ouais. ok. Donc voilà. Ok. Mais ouais, c'est sûr que de toute façon, enfin, à un moment en nom propre, etc., t'es bloqué. Là, je sais pas si je suis bloqué, mais comme je veux investir avec mon papa, bah, du coup, on a fait une SCI directement. Ok. Mais je sais même pas si je serais bloqué en nom propre actuellement. Il faudrait que je me renseigne, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, les deux premiers en nom propre et là en SCI. Ouais. Et en plus, ouais, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que même quand t'as pas de thunes, t'es broke à la mort. Bah, juste t'es formé en immobilier. Bah vas-y, ton père il est en CDI, let's go, tu t'associes avec lui dans une SCI et tu peux investir quand même. Yes, Tu totalement. t'associes avec ta mère, tu t'associes avec ton cousin, tu peux créer 50 SCI, en fait, t'associer avec 50 personnes et acheter un bien immobilier. Donc en fait, tu es propriétaire de 50 biens alors que même tu n'as même pas de salaire en fait, tu vois. C'est clairement possible. Ou alors tu gagnes 1200 euros par mois, tu as un SMIC, mais ou 2000 balles et en fait, tu as 50 biens, tu vois, que tu ne pourrais absolument jamais faire si tu achetais tout en nom propre solo, quoi. Donc c'est ça aussi qui est cool. En IMO, c'est que tu peux aussi. Enfin bref, voilà. Pour moi, les deux sont complémentaires et sont Yes. très bien. Ouais, Il y a pas. totalement. Je te rejoins là-dessus. Les Hmm. deux sont complémentaires. C'est juste que moi, bah, je préfère la bourse. Dans ma situation, c'était la bourse. Voilà. Et bah, il y a des gens, comme je t'ai dit, qui ont peur de faire des crédits. Donc, bah, ça leur convient plus la bourse. Mais forcément, tu vois, par exemple, là, j'ai un client, là, le dernier appel qu'on a fait. Du coup, normalement, c'est un coaching de bourse que je lui fais. Et là, il Mhm. m'a parlé, ouais, j'ai envie d'acheter un bien immobilier. Du coup, comme j'ai fait un peu d'immobilier, je lui ai dit comment on le passe de nu en meublé. Donc, tu vois, c'est Mhm. sûr que c'est complémentaire. C'est intéressant d'investir sur Ouais, les c'est deux clair. piliers. C'est clair, c'est clair. Et je pense qu'il y a moins de choses à savoir en bourse qu'en IMO. C'est-à-dire que je pense que, enfin, l'IMO, enfin, quand je dis il y a moins de choses à savoir, c'est-à-dire que tu peux acheter une action hyper facilement en bourse. Acheter un C'est bien ça. IMO, ça demande quand même, enfin, c'est un peu plus, il y a quand même un petit peu plus de choses à savoir, etc. Donc, ouais, je pense que c'est un peu plus complexe. Je dis pas que c'est plus facile pour être rentable en bourse, mais juste que le gap de se dire, ah ok, j'achète, il est beaucoup plus simple à passer en bourse qu'en IMO, parce qu'en bourse, bah, juste tu crées ton compte, tu veux mettre juste 100 euros, bah, tu mets 100 balles, et au pire, tu as perdu 100 euros, tu vois, c'est pas très grave. Alors qu'en IMO, tu fais une erreur, ouais, comme tu dis, bah putain, faut le revendre, faut encore attendre, faire des visites, enfin. Donc Yes, ouais, je pense totalement. que ça peut freiner un peu plus de gens. Et je pense que d'ailleurs, le fait qu'il y ait 60% de personnes qui détiennent de l'IMO, je pense que dans les 60%, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de résidences principales quand même, hein. Si on Yes, enlève oui. le. Oui, Si on, totalement, si- totalement. si on compte juste ceux qui investissent en bourse et ceux qui investissent en IMO, à mon avis, on doit plutôt être plus ou moins pareil. Peut-être un peu plus de gens qui investissent en Ouais. IMO puisque c'est plus démocratisé, mais.
Ouais, je crois que j'ai vu le chiffre passer quand j'ai pris ces chiffres-là, c'était 19%, je crois, de Ok. mémoire. Ok, ouais, donc on est quand même beaucoup plus loin des 60%. Mais effectivement, il y a tous les gens qui détiennent une RP, etc. Ça compte dans les gens qui ont investi en immobilier, même si c'est pas pour l'investissement locatif et que c'est de la RP. Ouais, c'est sûr que ça compte et c'est ça aussi qui facilite le fait que derrière ils disent ah bah j'ai déjà acheté ma RP, bon bah je vais me faire un petit appart, machin. Comme ils Yes, connaissent déjà totalement. un peu les procédures, ça facilite. Alors que bah t'as pas l'occasion d'investir en bourse si ce n'est pour faire fructifier ton argent. Donc peut-être que ça démocratise aussi un petit peu moins effectivement Investissement. l'investissement en bourse. Ouais. Et puis en plus, comme tous les banquiers, ils sont là, ouh là là, attention, t'inquiète pas, on va le faire pour toi. T'inquiète pas, bah forcément les gens se Yes, disent bon allez, c'est je vais ça. donner aux banquiers et ils le font moins par eux-mêmes. Ouais. Ouais, c'est clair. Ou les ETF, on va en reparler Ouais. tout à l'heure. Vas-y, parle-nous-en. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les ETF? De toute façon, je pense que à moins que tu aies d'autres choses à dire sur la bourse vs l'immobilier. Yes. Non, non, on en a assez dit. Pour moi, du coup, en bourse, 4 grands points qui sont hyper importants. Premier point, choix du courtier. Aujourd'hui, important de choisir un bon courtier et un courtier solide. Deuxième point, avoir une bonne stratégie. Troisième point, analyse d'entreprise. Et quatrième point, passage à l'action. Si tu n'achètes pas d'action, bah, tu vas pas avoir de dividendes, tu vas pas construire un patrimoine. Donc c'est aussi important. Alors pour le premier point du coup, choisir son courtier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courtiers qui se sont créés. eToro, Trading 212, Trade Republic, DoGiro. Je les ai quasiment tous testés, parce que du coup je voulais voir comment ils fonctionnaient. Donc j'ai créé un peu des comptes dans différents courtiers. J'ai mis mon argent, j'ai testé les frais. Il faut savoir du coup qu'il y a des frais qui sont transparents pour certains courtiers et il y a des frais qui sont non transparents, donc ce qu'on appelle souvent un spread. Donc c'est la différence entre le prix de l'action réelle et le prix que te vend le courtier un peu plus cher. Ça c'est le spread, la différence entre les deux. Et ça c'est un frais qui n'est pas visible par la plupart des gens et pas compris non plus de la plupart des gens. Et la plupart des courtiers sans frais, eToro et tous ces nouveaux courtiers, et bah souvent ils sont pas très transparents là-dessus et du coup ils prennent de l'argent, ils me coûtent même plus cher qu'un courtier plus régulé, qui est là depuis plus longtemps. Deuxième chose, important de se renseigner où est réglementé du coup votre courtier. Beaucoup de gens investissent sur eToro. eToro est basé à Chypre. Chypre, on connaît la réputation de Chypre. J'irai pas mettre mon argent sur un courtier qui est basé à Chypre personnellement. C'est le même cas de Trading 212. Donc faites attention à ce genre de courtier. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'investir, si vous voulez créer un PEA, plan épargne en action, donc pour acheter du coup des actions françaises principalement, je vous conseille de créer chez Bourse Direct. Et si vous voulez acheter du coup des actions US, donc même des actions internationales, je vous conseille d'investir chez Interactive Broker. D'ailleurs, moi là j'étais chez Trade Republic et je vais passer chez Interactive Broker parce qu'ils ont revu leurs frais, ils sont moins élevés, il n'y a plus de frais d'inactivité. Ils ont changé beaucoup de choses pour justement dire aux gens revenez chez nous, tu vois, n'allez pas chez les courtiers un peu bas de gamme. Donc voilà ce que je peux conseiller, les deux courtiers qui sont les mieux selon moi. Ensuite, deuxième point du coup, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne stratégie. D'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce que toi, tu as investi en bourse? Chez quel courtier t'es ou... Pas du tout. J'ai jamais investi en bourse. Pas C'est du vrai tout. que c'est quelque chose qui m'intéresse, sur lequel je devrais me penser, mais non, jamais fait pour l'instant. Ok. Bah, n'hésite pas à me poser des questions par message, tout ça, je serais ravi de te répondre. Avec plaisir. Deuxième point du coup qui est important, c'est la stratégie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bullshit sur YouTube où on nous dit achetez des ETF, achetez des ETF, il n'y a plus d'analyse à faire. Aujourd'hui, ça je pense que c'est une grosse erreur. Déjà, un ETF, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un ETF c'est un Exchange Trader Fund. C'est aussi appelé tracker. En gros, c'est un fonds d'investissement qui a été émis par des sociétés de gestion et du coup qui suit par exemple un indice comme l'indice du S&P 500. Tu achètes un ETF et ça réplique la performance de l'indice du S&P 500. On peut faire pareil avec le CAC 40. Il y a même certains ETF qui suivent directement des groupes d'actions, un groupe d'actions technologiques, on peut le suivre avec un ETF. Aujourd'hui, pourquoi je suis contre les ETF et pourquoi je pense que ce n'est pas une excellente chose et pas une chose aussi belle qu'on veut nous le faire croire sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, les ETF, il y a énormément de frais, donc des frais annuels, souvent c'est entre 0,2 et 0,5%.
Donc il faut savoir que les frais qui sont pris sur vos gains, c'est des frais du coup que vous ne pouvez pas réinvestir, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas réinvestir. Donc du coup, ça va impacter énormément votre performance. Peut-être que ça va vous coûter que 50 euros la première année, mais si ces 50 euros-là, vous ne les réinvestissez pas, vous pouvez faire le calcul, les intérêts composés sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous allez voir que ça va vous coûter peut-être 10, 20 000 euros. Donc ça, c'est de l'argent qui est perdu et qui n'est pas dans votre poche. Donc ça, premier point noir pour les ETF selon moi. Ensuite, les ETF, on nous dit, oui, vous achetez un ETF, vous n'avez plus rien à faire. Et du coup, c'est la société de gestion qui s'occupe de faire la gestion des actions qui rentrent et qui sortent quand ce n'est pas un indice. Il faut savoir que du coup, vous n'êtes pas décisionnaire de ces décisions et que du coup, vous ne maîtrisez pas votre investissement. Warren Buffett l'a dit lui-même. Donc Warren Buffett, si tu ne sais pas qui c'est l'un des plus grands investisseurs au monde en bourse. Warren Buffett a dit lui-même, le meilleur investissement que vous pouvez faire, déjà, c'est sur vous-même. Non, vas-y, je vais refaire. Warren Buffett a dit que... Putain, mais je suis perturbé depuis qu'on a repris, là. Vas-y, je reprends quand c'est Warren Buffett. Warren Buffett a dit que le meilleur conseiller financier que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Donc toi, tu es ton meilleur conseiller financier. Tu ne dois pas donner tout ton argent, mettre tout ton argent sur un ETF qui est géré par une société de gestion. Ensuite, il y a un point aussi qu'on aborde souvent. On dit oui, un ETF, ça diversifie, c'est super, ça diversifie, tu n'as rien à faire. Un ETF, c'est émis par une société de gestion, comme je te l'ai dit. Donc si la société de gestion fait faillite ou a des difficultés financières, est-ce que tu penses que tu es vraiment diversifié? Non, il n'y a qu'une société qui gère l'ETF. Donc si elle a des problèmes financiers, l'ETF, c'est terminé. Tu as perdu ton argent, tu n'as aucun titre de propriété, terminé, fini pour toi. Je souffle un peu lâché. Monteur, il aura un peu de boulot. Prends ton temps, on n'est pas pressé de toute façon. C'est cool, ça donne full Et du coup, valeur, maintenant, j'ai deux questions pour toi qui est peut-être pro ETF. Première question, pourquoi il existe autant d'ETF qui suivent l'indice du S&P 500 par exemple? Pourquoi il y en a une cinquantaine qui existent qui suivent le même indice? Pourquoi à ton avis? Je te laisse méditer là-dessus. Deuxième question pour toi, pourquoi les plus grands investisseurs de ce monde ne possèdent aucun ETF, voire très très peu certains, mais les plus grands investisseurs n'en possèdent aucun? Charlie Munger, Warren Buffett, Peter Lynch, tu peux les tous voir leur portefeuille, ils n'ont aucun ETF. Pourquoi à ton avis? Je te laisse te faire ta propre idée. Ensuite, le troisième point, c'est la stratégie. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas de stratégie, je t'invite à en mettre une sur le papier et ensuite à la suivre. Bien sûr, fais-toi accompagner si tu ne sais pas comment mettre une bonne stratégie en place. La stratégie du coup des ETF, next. Maintenant, on va parler de la stratégie que j'utilise, la stratégie value. Donc aujourd'hui, stratégie value, c'est tout simplement investir dans des entreprises de valeur qui ont des réels fondamentaux. Donc pour ça, du coup, on analyse les fondamentaux d'une entreprise. D'ailleurs, je vais te donner quelques chiffres qui vont te permettre de faire tes propres analyses. Alors, je les ai notés ici. Tu peux regarder la valeur intrinsèque d'une entreprise, comment elle se calcule. Tu prends le rendement d'une entreprise ces 5 dernières années, tu fais la moyenne. Si aujourd'hui son rendement est supérieur, ça veut dire qu'elle est potentiellement sous-évaluée. Ça, c'est un des critères. Je te donne ça, tu peux aller check valeur intrinsèque. Deuxième point, tu peux aller check les capitaux propres tout simplement de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a des capitaux propres, des véhicules, des bâtiments, des salariés? Tout ça, c'est des capitaux propres. Donc, tout ça, ça se calcule. Ensuite, il y a le free cash flow. Free cash flow, important à regarder, peu de personnes le regardent. C'est l'argent qu'il y a véritablement dans une caisse d'entreprise. Donc, sur les comptes de l'entreprise, free cash flow, tu sais ce qu'il y a dans les caisses. S'il y a zéro, il faut commencer à se poser des questions. Ensuite, regardez bien sûr les dettes de l'entreprise. Si l'entreprise elle a la corde au cou, tu vas te dire ça sent pas très bon. Donc, regardez comment évoluent les dettes si elle n'est pas trop endettée. Ensuite, on regarde, du coup, moi j'investis aussi pour avoir un dividende, pour avoir un revenu. Donc, comme on disait, du coup, l'immobilier, on a les loyers. Comme toi, du coup, tu touches des loyers.
Et en bourse, du coup, on a le dividende, qui est comme, on va dire, un loyer. Donc c'est une partie du bénéfice qui est redistribuée aux actionnaires pour les remercier de leur apport en capitaux qui font que ça développe l'entreprise. Donc moi, j'investis aussi pour avoir un dividende et pour avoir une source de revenus. Donc du coup, on regarde pas seulement le rendement du dividende, mais on regarde l'historique du dividende. Et c'est là que se met en place du coup les aristocrates dividendes, plus de 25 ans d'affilée de dividendes sans jamais avoir coupé. Les Dividend King, plus de 50 ans, ça c'est qu'aux États-Unis, on n'en a pas encore en France. Donc important, l'historique de dividendes. Et il y a une chose qu'on oublie souvent de regarder, c'est le payout ratio. Donc le payout ratio, c'est quel est le pourcentage de bénéfices que redistribue une entreprise aux actionnaires, à ses actionnaires. Donc en gros, si une entreprise par exemple, elle a un payout ratio il y en a par exemple de 150%. Du coup, ça veut dire que l'entreprise elle distribue plus d'argent que ce qu'elle en gagne. Donc forcément, ça ne va pas durer très longtemps et son historique de dividendes va vite être coupé. Donc ça, c'est un critère super important à regarder. Il ne faut pas regarder uniquement, j'en vois souvent, ils regardent, oui, le rendement de l'entreprise, c'est l'entreprise, elle rapporte 15% de dividendes par an, super, c'est super. Mais regarde depuis combien d'années elle fait. À mon avis, 1 an, 2 ans max. Donc ça, point énormément important. Et du coup, le dernier point, quatrième point, c'est le passage à l'action. Si tu n'achètes pas d'action, tu n'auras pas de résultat. Il faut savoir, en bourse, le point le plus dur, c'est l'analyse d'entreprise. Et moi, c'est ce que je partage du coup à tous mes élèves de coaching et c'est ce qu'on voit en profondeur, c'est comment acheter des bonnes entreprises qui sont actuellement sous-évaluées. Donc si aujourd'hui, tu as envie que je t'accompagne dans la création d'une stratégie et l'analyse d'entreprise, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram et je me ferai un plaisir de t'aider. Top, super, super. Ben, merci en tout cas pour toute cette valeur. C'était vraiment top et à mon avis, il y en a pas mal qui vont apprendre beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que la bourse, c'est un domaine très intéressant et même pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, justement, ça vaut le coup de commencer à investir dedans, à investir sur le long terme parce que chaque 100 euros qu'on peut mettre par exemple tous les mois dans la bourse, au bout de quelques années, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les intérêts composés. Donc top. Écoute, merci en tout cas pour toute cette valeur. Clairement, si y a des gens qui veulent se former en bourse, de toute façon, je vais mettre ton Insta dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller contacter Thomas directement sur Instagram si vous avez envie de vous former en bourse, apprendre à investir. Moi, c'est pareil, il y aura aussi mes réseaux, mon lien Telegram si vous voulez voir combien je gagne tous les jours avec le closing, apprendre des techniques aussi pour le closing et faire vraiment rentrer du cash pour potentiellement après investir en bourse avec toi, faire fructifier ce cash-là. Pareil, il y aura mon lien Telegram, etc. dans la description, donc n'hésitez pas. Et puis en tout cas, merci à toi. Merci à toi pour ton temps, pour cette interview. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube. Beaucoup de valeur. Écoute, avec grand plaisir. Et puis écoute, moi je te souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. Et puis, merci beaucoup. Et je vous attends tous dans mes messages Insta. Ciao, ciao. Yes, ciao, ciao.